Au début, le reste de la galaxie ne prenait pas les humains au sérieux. Nous avons été les derniers à être invités à rejoindre la coalition unie des espèces civilisées. Et même là, ce n'était qu'une formalité. Personne ne croyait vraiment que nous pourrions apporter quoi que ce soit. Pas tant que nous réglions encore nos différends à coups d'armes et en nous entretuant pour des questions de drapeaux et de croyances. Ils se moquaient de nos émotions, ils se moquaient de nos émotions, ils nous traitaient d'instables. Trop réactifs, disaient les Drylith. Biologiquement primitifs, reniflaient les Hurones. Animés par l'orgueil et la colère, ajoutaient là les Cortari, une race d'êtres grands et reptiliens qui auraient soi-disant évolué au-delà de la violence. Mais s'il y a une chose qu'aucune espèce n'a vraiment comprise, c'est que lorsqu'un humain est contrarié, et je veux dire vraiment contrarié, quelque chose de profond et de dangereux se réveille en lui. Je me souviens du moment où tout a basculé. C'était sur Varad Prime, pendant des pourparlers de paix entre 6 espèces. Un différend commercial mineur avait dégénéré en blocus total, et comme d'habitude, ils avaient fait appel à un diplomate humain pour assurer la neutralité de l'organisation. C'est là qu'entra en scène le lieutenant-commandant Mason. Or, Mason n'était pas un ambassadeur ordinaire en costume-cravate. Ancien membre des forces spéciales, né sur Terre, il avait grandi dans une colonie minière sordide sur Mars. Il souriait rarement et ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Mais quand il prenait la parole, on l'écoutait. Les premières heures se déroulèrent dans le calme. Les accusations fusaient, les doigts se pointaient, les traducteurs cliquetaient, mais Mason gardait son sang-froid. Il sirotait son café synthétique, prenait des notes et attendait son tour. Puis le Drylith a commencé à accuser la Terre de déstabiliser le commerce dans les secteurs extérieurs. Une histoire d'ingérence humaine et d'agression débridée. Mason a cligné des yeux. Vous avez déjà vu quelqu'un respirer plus lentement par le nez, les épaules légèrement tendues? C'est là que j'ai compris qu'il y arrivait. Au bord du précipice, il a levé la main. Avec tout le respect que je vous dois, dit-il lentement, la Terre n'a pas touché votre territoire depuis 4 cycles. Le délégué Drylith claqua des mandibules et ricana. Exactement. Et pourtant, le chaos vous poursuit. Votre espèce propage la contagion émotionnelle comme un virus. C'en était trop. Mason se laissa aller dans son fauteuil. Il soupira longuement et profondément. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Sa voix devint plus froide, plus basse. Vous savez, dit-il, j'ai été patient, j'ai été poli. Je vous ai laissé insulter ma maison, mon peuple et mon travail. Mais à présent, il posa doucement sa tasse, se leva et scruta la table. Là, je commence vraiment à m'énerver. Je n'ai jamais vu une telle peur, même pas au combat. Le Drylith tressaillit. Les antennes de l'Uruun se replièrent. Un des gardes Cortari porta instinctivement la main à son arme, puis réalisa son geste et s'arrêta, les yeux écarquillés. Car à ce moment-là, toutes les espèces avaient déjà appris la signification de cette phrase. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas un avertissement. C'était un compte à rebours. Voyez-vous, quand les humains disent quand est qu'ils commencent à s'énerver, cela signifie qu'ils ont déjà calculé les dégâts qu'ils sont sur le point de causer. Ils ont pesé le pour et le contre. Ils ont laissé à chacun la possibilité de s'éloigner. Et maintenant, ils en ont fini avec la gentillesse. Mason n'a pas crié. Il ne dégaina pas. Il n'en avait pas besoin. Il se contenta de fixer l'horizon, les yeux perçants comme de l'acier. Et le silence était assourdissant. En 10 minutes, toutes les espèces avaient trouvé un accord. Imparfait, loin d'être idéal, mais pacifique. Et Mason? Il reprit sa tasse de café comme si de rien n'était. Plus tard, quand je lui ai demandé comment il avait fait pour garder son sang-froid sous la pression, il a haussé les épaules. « Je ne gardais pas mon sang-froid », a-t-il dit. « Je leur laissais une chance. » C'est là que j'ai compris. Les humains ne sont pas effrayants parce qu'ils sont violents. Ils sont effrayants parce qu'ils se retiennent tellement.
Parce que lorsqu'ils finissent par lâcher prise, lorsque le masque tombe, la galaxie s'embrase. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, toutes les espèces le savent. Si un humain vous regarde et dit « Là, je commence vraiment à m'énerver », fuyez. La plupart des espèces supposaient que les humains étaient dangereux à cause de leur histoire, des guerres mondiales, des bombes nucléaires, des armes biologiques, et du fait que nous avons un jour tenté de coloniser notre propre Lune sans presque aucune préparation. Mais ce n'était pas ça. Ce qui rendait les humains vraiment terrifiants, ce n'était pas ce qu'ils avaient fait, c'était jusqu'où ils étaient prêts à aller lorsqu'on les poussait à bout. Avant de se retrouver face à la coalition unie, Mason n'était qu'un simple soldat humain stationné sur l'Orax 7, une colonie minière périphérique sous la tutelle des Cortari. La planète n'avait rien d'exceptionnel, des vents violents, des pluies acides et des nuits interminables. Mais elle recelait le minerai que les Cortari convoitaient, et une main-d'œuvre dont ils se moquaient éperdument. C'est là que les problèmes ont commencé. Les Cortari prétendaient avoir dépassé la violence, mais en réalité, ils l'avaient externalisée. Ils géraient des camps de travail avec des bureaucrates souriants et des gardes polis qui battaient en les travailleurs à huis clos. Et les humains? Eh bien, ils n'y faisaient pas long feu, mais Mason, lui, est resté. Il s'était engagé dans le programme d'échange de casques bleus, une initiative symbolique de la coalition pour favoriser l'intégration. La plupart des casques bleus humains restaient près de la Terre, où les règles étaient simples. Mason, lui, avait choisi de se porter volontaire pour la bordure extérieure. À l'époque, personne ne s'en étonna. Calme et professionnel, il accomplissait toujours son travail, obéissait toujours aux ordres jusqu'au jour où il désobéit. Les rapports furent ensuite effacés, expurgés, enfouis sous le couvert de l'immunité diplomatique et classés confidentiels. Mais les gens parlèrent, les survivants se souvinrent, et les Cortari aussi. Tout commença lorsqu'un mineur humain de 17 ans fut battu à mort pour avoir volé des rations. Ni jugé ni condamné, il fut simplement traîné dans un entrepôt et laissé là en guise d'exemple. Quand Mason l'apprit, il déposa une plainte. Il exigea une enquête. Il invoqua la loi de la coalition. Mais rien ne se passa. Les Cortari parlèrent de mesures disciplinaires locales. Le dossier disparut, alors Mason insista. Poliment, puis formellement, puis fermement. Toujours rien. Des témoins racontent qu'il se tenait dans le réfectoire le lendemain soir, entouré d'ouvriers et de gardes. Sa voix était calme, presque familière. « J'ai demandé gentiment, dit-il. J'ai été patient. » Puis, il regarda droit dans les yeux le superviseur Cortari, une créature maigre et écailleuse, vêtue de robe noire et arborant un sourire narquois permanent. Mais là, je commence vraiment à m'énerver. Le superviseur éclata de rire. Et ce fut la dernière fois que quiconque à bord de l'Orax 7 le vit vivant. La suite entra dans la légende. Mason ne déclencha pas de guerre. Il ne mena pas de rébellion. Il entra seul dans le poste de sécurité, désactiva le système de communication, verrouilla le bâtiment et prit calmement le capitaine de la garde en otage. Personne ne sait exactement comment. Il ne reste aucune image. Mais en moins de 15 minutes, toutes les équipes de sécurité Cortari de la colonie s'étaient rendues ou avaient fui. On raconte qu'il n'a même pas élevé la voix. Lorsque les renforts de la coalition sont arrivés, les humains avaient pris le contrôle de la colonie, non pas dans le chaos, mais de manière méthodique. Mason avait organisé les lignes de ravitaillement, mis en place une chaîne de commandement et sécurisé les installations minières. Aucun travailleur n'a été blessé, mais la mort de 8 officiers Scortari a été confirmée. Des dizaines d'autres n'ont jamais été retrouvés. La coalition a parlé d'un incident isolé. Les médias l'ont qualifié de représailles contre les violations du droit du travail. Mais les Cortari, ils l'ont appelé autrement. Le jour de la flamme humaine. À partir de ce moment, quelque chose a changé. La galaxie, malgré sa technologie avancée et ses lois, interstellaires n'avaient jamais eu affaire à une espèce comme les humains. Les Varnals, êtres empathiques, pleuraient leur douleur. Les Tellérans, guidés par la logique, négociaient sans fin. Les Olariens, froids et calculateurs,
laissant leurs ennemis mourir de faim au lieu de les attaquer. Mais les humains? Les humains pouvaient sourire en saignant, rire en colère, se retenir pendant des mois, puis exploser avec une précision chirurgicale, non pas par rage, non pas par folie, mais par quelque chose de bien pire. La conviction. Voilà pourquoi ce mot était devenu si redouté. Franchement, ça m'énerve. Ça signifiait que l'être humain avait atteint le point de non-retour, pas émotionnellement, mais moralement. Il avait pris sa décision. Et quand un être humain décide que quelque chose ne va pas, il est prêt à tout pour y remédier. Mais Mason n'était pas un cas isolé. Le capitaine Eliratran, du sourire du Valhalla, était un autre nom qui se murmurait dans les salles de guerre extraterrestres. Son équipage de 60 humains a tenu tête à une flotte Kordak de 200 vaisseaux pendant 32 heures, avec une seule pile à combustible et la moitié de leurs armes opérationnelles. Elle les a prévenus. Elle leur a laissé du temps. Elle a tenté la diplomatie. Puis, diffusant calmement sur toutes les fréquences, je fais tout mon possible pour rester calme, mais si vous persistez, je vous jure que je vais m'énerver. Ils n'ont pas obéi. Elle a percuté leur vaisseau amiral avec une corvette à moitié endommagée, détruit leur centre de commandement et déclenché une réaction en chaîne qui a mis hors service 73 vaisseaux en une seule explosion. Les survivants ont fui, non pas parce qu'ils étaient en infériorité numérique, mais parce qu'ils ont compris une terrible chose. Elle était réalisée, était insérisée. La galaxie a lentement commencé à s'adapter, non seulement à la guerre, mais aussi en politique, en affaires et en culture. Les délégations de paix ont commencé à étudier le langage corporel humain. Des gouvernements extraterrestres ont engagé des analystes de l'irritation humaine pour superviser les réunions diplomatiques. Des ouvrages entiers ont été consacrés à l'art de désamorcer les tensions, avec un humain légèrement contrarié avant que la situation ne dégénère. Car contrairement aux autres espèces qui hurlaient de colère ou réagissaient violemment par peur, les humains se taisaient, se concentraient et agissaient ensuite. Bien sûr, tous les humains n'étaient pas comme Mason ou Tran. La plupart étaient simplement des ouvriers, des explorateurs, des scientifiques. Mais cela n'avait aucune importance. La galaxie avait déjà retenu la leçon. On ne savait jamais quel humain dans la pièce pouvait déclencher l'alarme. C'est pourquoi, lors d'un audit de sécurité de routine sur la station commerciale Chiron 5, un technicien humain nommé Malik Reyes murmura pour lui-même « Là, ça commence vraiment à m'énerver ». 3 ingénieurs de Dryleaf ont appuyé sur le bouton d'alarme et ont évacué la baie. Ils ignoraient tout du problème, ils ont simplement couru. Plus tard, Reyes a expliqué qu'il tentait de réparer un conduit électrique obstrué et qu'il avait murmuré cette phrase par habitude, mais elle était déjà devenue un déclencheur, une légende urbaine, un avertissement transmis de génération en génération. Car c'est ainsi que les humains combattaient, non seulement avec des armes, mais aussi par leur présence, par la pression qu'ils exerçaient, par une sorte de tempête qui commençait doucement, par un soupir, une pause, une phrase, et s'achevait dans le silence. Le commandement galactique a mené une étude psychologique intitulée « Seuil de réaction dans la résolution des conflits humains ». Sa conclusion était glaçante. La phrase « ça commence vraiment à m'énerver » marque systématiquement un passage de la retenue à l'agression stratégique. Cette réaction n'est ni aléatoire ni explosive. C'est délibéré, orienté vers un but précis et généralement imparable, à moins d'une soumission totale ou de la suppression de la source d'irritation. Autrement dit, si vous l'entendiez, vous aviez déjà perdu. Et pourtant, la plupart des extraterrestres n'y croient pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. De retour au quartier général de la coalition, Mason fut promu, discrètement, à un poste sans prestige, sans conférence de presse ni récompense. Mais passons à autre chose, en coulisses. La division de réponse stratégique. L'endroit où ils envoient des humains quand la diplomatie échoue et que la guerre est trop évidente. On ne leur décerne pas de médaille. On leur donne une certaine latitude. La dernière fois que j'ai vu Mason, il était sur une plateforme de navette en orbite autour de Torvin 9. Une petite rébellion avait éclaté, menée par une force mercenaire soutenue par des investisseurs varis dissidents. La coalition souhaitait stabiliser la situation discrètement et, naturellement, elle l'avait donc envoyé. Je lui ai demandé pourquoi il persistait, après tout ce qui s'était passé. Il m'a regardé,
les yeux fatigués derrière son casque cabossé. Parce que quelqu'un doit bien nettoyer après les adultes, dit-il, et parfois, il suffit que quelqu'un soit suffisamment agacé pour réagir. Il sourit, un sourire petit et tordu. D'ailleurs, ajouta-t-il, il s'enfuit toujours avant que ça ne devienne un vrai bazar. Je regardais sa navette disparaître dans les nuages, et je me demandais combien de fois encore la galaxie ignorerait les signes. Le soupir discret, la mâchoire serrée, la phrase. Là, je commence vraiment à m'énerver. À ce stade, ce n'est plus un avertissement, c'est un arrêt de mort. La planète Kelvarus 3 était un cauchemar politique, un véritable labyrinthe de bureaucratie et de tensions, explosives. Officiellement, il s'agissait d'une zone de ressources partagée entre les Dryleaf et les Cortari. Officieusement, c'était une bombe à retardement alimentée par des siècles d'animosité. Et les deux camps n'attendaient qu'une occasion pour reprendre les hostilités. Il ne s'agissait pas seulement de minéraux, même si Calvaris recelait des silicates rares, essentiels au noyau supraluminique. C'était une question d'ego, d'histoire, de vieilles blessures. 3 guerres distinctes avaient été menées pour ce territoire, toutes conclues par des cessez-le-feu insatisfaisants. Et maintenant, après qu'une foreuse de litres secs eut accidentellement franchi la ligne de démarcation, les Cortari avaient encerclé la crête de chars à plasma et crié à l'atteinte à leur souveraineté. La coalition dépêcha 3 équipes de négociateurs. Tout a échoué. C'est alors qu'ils l'ont envoyé. Le commandant Mason est arrivé à bord d'un cargo civil. Sans escorte, sans pavillon, sans médias. Juste un sac de voyage poussiéreux et un visage que personne ne semblait pouvoir oublier. Les Dryleaf l'ont accueilli avec suspicion. Les Cortari, avec une hostilité à peine voilée, pensaient tous deux la même chose. Un diplomate humain de plus, venu gagner du temps. Mais Mason n'a pas purgé sa peine. Il l'a prise. Le centre névralgique était une installation neutre, sols en acier, air recyclé, caméras à chaque coin de rue. L'endroit paraissait paisible. Mais en réalité, la planète vibrait de tension. Les images satellites montraient que les Cortari avaient armé leurs drones d'artillerie. Les Drylet avaient motte camouflé 6 destroyers aux abords de l'orbite. Personne ne le disait ouvertement, mais tout le monde le savait. La guerre était imminente. Mason ne commença pas par des discours, ni par une réunion. Il parcourut seul le périmètre de la base. Sans armes ni assistance, il se contenta d'observer. Certains soldats Dryleaf murmurèrent entre leurs dents, la langue claquante. Il perd son temps. Il a l'air fatigué, fragile. Est-ce le même que celui de l'Oracle? Il ne réagit pas, mais ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Son allure, la façon dont il clignait moins des yeux, la façon dont sa mâchoire se crispa légèrement lorsqu'ils rirent. Il ne parlait pas. Il mesurait. Au 2e jour, les 2 parties demandèrent des séances de négociation formelles. Mason refusa. Il demanda plutôt une inspection de la plateforme Dryleaf et des armes périmétriques Cortari. Le délégué Dryleaf, un insectoïde filiforme nommé Vrelzuk, ricana. « Qu'espérez-vous trouver, humain? Nous respectons scrupuleusement les protocoles du traité énergétique. » Mason le fixa longuement, sans plus, puis dit doucement « Je vous préviendrai quand j'aurai fini les politesses. » Vrelzuk tressaillit. Le général Cortari, une brute épaisse nommée Lorinac, tenta alors de l'intimider. « Vous arrivez ici sans grade, sans armure et sans renfort. Vous croyez que votre nom suffit à nous faire reculer ?» Mason se tenait à quelques centimètres de lui, les yeux à sa hauteur, les mains derrière le dos. « Je crois, » dit-il lentement. « Vous espérez que je ne vais pas m'énerver. » Le général cligna des yeux le premier. À la fin de la journée, les Drylet avaient discrètement mis hors service leurs foreuses avancées, et les Cortari avaient commencé à repositionner leurs chars loin de la plateforme. Aucun ordre ne fut donné, aucun traité signé, mais quelque chose changeait. Cette nuit-là, les observateurs de la coalition ont consigné un incident étrange. La température à l'intérieur de l'installation a chuté de près de 2 degrés. Plusieurs espèces ont demandé des couvertures chauffantes.
L'une d'elles a baissé, a même demandé si le système de chauffage était défaillant. Ce n'était pas le cas. C'était simplement Mason. Il n'avait pas élevé la voix, n'avait proféré aucune menace. Mais la température a quand même baissé. Au 5e jour, la coalition reçut un étrange message du général Luranak en personne. Nous demandons une intervention immédiate avant que la situation ne dégénère. La tension est insoutenable. C'est toujours comme ça que ça commence. Voyez-vous, les humains comme Mason n'attaquent pas avec des armes. Ils attaquent par leur présence, par le temps, par la pression. L'atmosphère se fait pesante. Les gens se mettent à peser chaque mot qu'ils prononcent, se demandant s'ils viennent de déclencher le compte à rebours. Et puis, ça arrive. Le 6e jour, un gardien de pierre sèche, un jeune homme nerveux, bouscule Mason dans le couloir. Une méprise sans gravité. Mais au lieu de s'excuser, le gardien siffle. Peut-être que tu n'es pas aussi effrayant que le prétendent les histoires. Mason s'arrête, se tourne vers lui et lui sourit. « J'ai été très patient avec votre espèce, dit-il d'une voix calme. Mais là, je commence vraiment à m'agacer. » Le garde recula en titubant. Ses mandibules claquaient de façon incontrôlable. Il n'en comprenait même pas la raison. Mason ne bougea pas, ne haussa pas le ton, mais les coups de ce monstre fusèrent comme le tonnerre. En moins de 2 heures, les Dryleth renoncèrent à leurs revendications sur la crête contestée. 4 heures plus tard, les Kurtari retirèrent leurs armes lourdes de la surface de la planète. Le lendemain, un nouvel accord fut signé. Imparfait, certes, mais pacifique. Mason n'assista pas à la cérémonie. Il était déjà à bord d'un transport en direction du prochain foyer d'incendie à éteindre. J'étais sur le pont de commandement lorsque les observateurs de la coalition firent leur compte rendu aux officiels Dryleth et Kurtari. L'un d'eux, un jeune analyste du système Nalari, demanda « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Nous avons déjà essuyé des dizaines d'échecs. » Vrelzuk, toujours pâle dans son exosquelette, n'hésita pas. Il prononça les mots. L'analyste cligna des yeux. « Les mots ?» grogna Lorena. « Vous les connaissez. » Et soudain, le silence. Personne ne l'a dit. Mais tout le monde l'a entendu. Car quand un être humain comme Mason prononce cette phrase, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas une figure de rhétorique. C'est le début de quelque chose d'ancien, de primordial. Un bouleversement psychologique, non seulement chez cet humain, mais chez tous les êtres vivants. Et voici ce que la plupart des espèces ne comprennent toujours pas. Les humains n'aiment pas être en colère. Ils détestent ça. C'est épuisant, c'est contre-productif. Cela nuit aux relations, à la confiance et à la maîtrise de soi. Alors, quand ils disent qu'ils comptent et qu'ils commencent à s'agacer, ce n'est pas une menace. C'est un avertissement qu'ils se font à eux-mêmes. C'est comme poser un dernier couvercle sur l'eau qui bout. Et une fois que ce couvercle est enlevé, mieux vaut ne pas être dans les parages. De retour sur son navire, Mason ne fêta rien. Il ne laissa même pas transparaître sa victoire. Assis à une table, il prenait des notes, relisait des transcriptions et buvait un café froid depuis des heures. Je lui demandais « Comment savais-tu qu'ils allaient t'abandonner ?» Sans lever les yeux, il marmonna « Ils abandonnent toujours. » J'attendis un instant. « À cause de ta réputation, à cause de ta réputation. » Il finit par lever les yeux, cerné par la fatigue. « Non, dit-il, parce que je leur ai donné une chance de ne pas le faire. Et au fond, ils savent ce qui arrivera s'ils ne la saisissent pas. » Puis, il se laissa aller en arrière, ferma les yeux et murmura ces mots comme une prière et une malédiction à la fois. Là, je commence vraiment à m'énerver. Avant la légende, avant que cette phrase ne devienne un avertissement, avant que la galaxie n'apprenne à trembler à l'écoute d'une voix humaine calme, il y avait un garçon nommé Dane Mason, un simple soldat dans une guerre oubliée de tous. C'était la dernière guerre coloniale de la Terre, non pas contre des extraterrestres, non pas contre un empire interstellaire, mais contre nous-mêmes.
Un ultime conflit amer entre le gouvernement terrien et les colonies de la bordure extérieure qui aspiraient à l'indépendance. L'endroit s'appelait Meraxist Tube, un rocher à peine habitable orbitant autour d'une étoile rouge mourante. Il était là, enfoui sous les cendres et le fer, à moitié brisé. C'est à travers les satellites que Dane Mason apprit combien la retenue pouvait devenir dangereuse. La guerre était personnelle. Le gouvernement terrien avait instauré des taxes automatisées sur les colonies, les saignants blancs. Face à l'échec des protestations, ils tentèrent le sabotage, la riposte, des frappes orbitales, des embargos alimentaires et ce qu'ils appelaient l'isolement ciblé. Des milliers périrent en silence. Alors, les colonies levèrent leurs pas témoins, leurs propres milices, mal entraînées, à peine armées, mais furieuses. Le jeune Mason s'y engagea à 19 ans, non par conviction politique, non par esprit de rébellion. Il s'est engagé parce que le blocus avait interrompu les livraisons de médicaments et que sa sœur est morte en réclamant des analgésiques qui ne sont jamais arrivés. Ce genre de chagrin ne crie pas. Il s'insinue. Il couve. Il se transforme en longue nuit passée à fixer le plafond, à imaginer ce qu'on aurait pu faire si on avait agi plus tôt. Son unité, l'escouade Red Line, fut affectée à l'opération Sundown, une tentative insensée de pénétrer dans l'espace aérien contrôlé par la Terre, dans l'espoir d'atteindre les tunnels de ravitaillement. Ils étaient environ 80 hommes. La Terre disposait de drones, de satellites et d'un bunker fortifié creusé au cœur de la planète. C'était une mission suicide. Tout le monde le savait. Mais Mason ne broncha pas. Il parlait peu non plus. Tandis que les autres soldats pleuraient, plaisantaient ou priaient, avant le déploiement, il se contentait de vérifier son équipement en silence. Son chef d'escouade, un ancien marine à la langue bien pendue nommé Jax, lui avait un jour demandé « Qu'est-ce qui te rend si calme, Bleu? Tu te crois intouchable ?» Mason le regarda, impassible. « Je ne suis pas calme, » répondit-il. « Je ne fais juste pas de bruit avec ce que je transporte. » À 4h00, l'escouade Red Line lança son assaut. L'opération devait être rapide et sécurisée. Une infiltration et une sortie en 30 minutes. Elle a duré 3 jours. Ils sont tombés dans une embuscade à 2 kilomètres du bunker. Des drones ont sillonné le ciel avec des tirs de canon électromagnétiques. 2 chars volants ont surgi de hangars souterrains. Les communications ont été coupées presque instantanément. La moitié de l'escouade a été vaporisée dans les 10 premières minutes. Mason a survécu. Non pas par chance, non pas par supériorité, mais par patience. Tandis que les autres, pris de panique, tentaient de se disperser ou de riposter, Mason se glissa sous un mécha détruit et resta immobile pendant 6 heures. Il observa, étudia, attendit. Lorsque les troupes terriennes se mirent en mouvement pour récupérer les plaques d'identité des soldats tombés au combat, il frappa. Un tir précis, un fusil volé, un uniforme échangé. Il pénétra dans leur bunker, revêtu de l'armure d'un homme mort, l'enseigne Teller. Son cœur ne s'emballa pas. Pendant les 18 heures suivantes, Mason se déplaça dans la base ennemie, désactivant silencieusement les nœuds de sécurité, surchargeant les lignes de détonation et mémorisant les horaires de patrouille. Il ne tirait jamais à moins d'être en état de légitime défense, et même alors, il visait les genoux, jamais la tête. Car il ne voulait pas tuer l'ennemi, il voulait qu'il le ressente, la peur, le silence, la présence. Lorsque les 2 derniers survivants de l'escouade Red Line se regroupèrent, ils constatèrent que le réseau de défense ennemi était détruit et que la porte principale était ouverte. Mason se tenait dans le couloir, couvert d'huile et de sang, un détonateur à la main. Jax, toussant et boitant, le regarda avec stupéfaction. « C'est toi qui as fait tout ça. » La voix de Mason était glaciale. « Ils ont verrouillé les armoires à pharmacie, dit-il. Alors j'ai ouvert les portes. Et l'état-major ? Ils sont dans la chambre cryogénique. Je leur ai dit de ne pas bouger. » Ont-ils obéi ? Mason fixa le voyant clignotant du détonateur. « Ils obéiront. » Il plaça les charges derrière eux
et ils s'éloignèrent tandis que les murs s'effondraient. Les forces terriennes se retirèrent de Meraxis II en moins d'une semaine. Non pas à cause d'une perte stratégique, ni sous la pression militaire, mais parce que quelqu'un avait réussi à franchir leur ligne réputée impénétrable avec patience, calcul et une concentration hors du commun. Les officiers supérieurs ont convoqué Mason pour un interrogatoire. « Comment avez-vous réussi à passer nos capteurs ?»« J'ai marché. »« Vous avez neutralisé 8 tours de contrôle à vous seul ?»« J'avais le temps. »« Pourquoi n'avez-vous pas tué les officiers ? Ils ne valaient pas la peine d'être tués. » Ils ne savaient pas s'il fallait le traduire en cour martiale ou le promouvoir. Finalement, ils n'ont rien fait de tout cela. Ils lui ont laissé le choix, rentrer chez lui ou que son témoignage soit effacé. Mason choisit l'ombre. C'est alors qu'il devint un fantôme. Le nom qu'ils utilisaient pour désamorcer une crise, stopper une guerre avant même qu'elle ne commence, ou faire en sorte qu'une foule de menteurs dise la vérité. Mais peu importe le nombre de missions qu'il mena, le nombre de conflits qu'il résolut, il n'oublia jamais Meraxès. Le sang sur le sol, la caisse de rations marquée du nom de sa sœur. Ce sentiment de contenir toute cette rage et de la laisser s'aiguiser au lieu d'exploser. C'est ce qui rendait Mason différent. Certains soldats sont le feu. Ils brûlent, consument, hurlent. Mason était le couteau dans l'eau froide. Il attendait le moment opportun pour trancher. Et la galaxie n'était pas prête à cela. La plupart des espèces n'étaient pas faites pour contenir la colère, comme le font les humains. Les Cortari laissaient éclater leur colère en quelques secondes. Les Drylyth craquaient et grinçaient lorsqu'on leur manquait de respect. Les Viari se refermaient sur eux-mêmes face à l'insulte. Mais les humains pouvaient encaisser insulte après insulte, injustice après injustice, et continuer à fonctionner, à hocher la tête, à sourire, jusqu'à ce qu'un instant, une seule phrase, tout bascule. Et ils la prononceraient, sans cérémonie, sans prévenir. Là, ça commence vraiment à m'énerver. Cette phrase n'est pas sortie de la bouche d'un diplomate. Elle a été forgée à Meraxis, dans le silence entre les coups de feu, dans le poids du désespoir entre le chagrin et la vengeance. Ce n'était pas une tactique, c'était une vérité. Et Mason, il en est devenu l'incarnation. Des années plus tard, lors d'un débriefing confidentiel dans les systèmes extérieurs, un jeune officier de la coalition demanda nerveusement à Mason « Comment fais-tu pour rester aussi calme alors que tout le monde te regarde comme si tu étais un monstre ?» Mason ne répondit pas tout de suite. Il tapota simplement la vieille plaque d'identité usée qu'il portait autour du cou, celle qui n'était pas la sienne. Puis il dit « Parce que je me souviens de ce qui se passe quand je m'arrête. » Un silence de mort s'installa. Personne ne posa d'autres questions. La station, baptisée Eros Pearl, était un palais flottant dédié au plaisir, en orbite autour de la géante gazeuse Baloskos. Construite par la riche élite Cortari, elle était présentée comme une zone de paix, propice aux affaires, à la diplomatie et aux vices. Dômes de verre, halls dorés, une centaine d'espèces se côtoyaient autour de cocktails et de cartes de crédit. Mais le 75e jour du sommet commercial interstellaire, la station se transforma en prison. Personne n'avait vu venir l'attaque, pas même l'IA de sécurité. Une cellule séparatiste radicale, Murmures de flammes, parvint à pirater le système de commandement interne, à sceller les portes et à prendre tous les délégués en otage. Plus de 300 êtres originaires de 24 planètes différentes, piégés à l'intérieur, piégés par des explosifs et entourés de champs de force. Les exigences étaient insensées. L'indépendance totale de Vari Moons, le retrait inconditionnel des vaisseaux de la coalition et la levée de tous les embargos commerciaux en vigueur. Faute de quoi, ils réduiraient la station en cendres. La coalition qualifia la situation d'urgence diplomatique délicate. Ils ont envoyé des équipes de négociation, des sondes, des drones, des agents psy entraînés à la désescalade. Les séparatistes ont refusé de parler à qui que ce soit. Alors la coalition l'a envoyé, le commandant Dane Mason. Il est arrivé sur un cargo, sans armes, avec pour seul bagage un sac de sport et un simple manteau noir sans un signe de grade. Lorsqu'on lui a demandé son identité au poste de sécurité du quai extérieur,
Il a simplement répondu « Ils m'attendent ». Il avait raison. Dans la salle de contrôle, le chef séparatiste, Sir Hindal, une Véhari grande et pâle, se figea en voyant le nom de l'humain apparaître dans les journaux de bord de la station. « Dane Mason », dit-elle d'une voix brisée. Un autre membre de son escouade parut perplexe. « Qui ?» Elle déglutit, les mandibules tremblantes. « L'homme que la coalition envoie quand elle veut le silence. » Au moment où Mason pénétra sur la plateforme, d'observation, tous les écrans le filmaient. Il s'attendait à des menaces, des ordres, des discours héroïques. Au lieu de cela, Mason fit quelque chose de bien plus terrifiant. Il s'assit. Dans un petit fauteuil près de la fenêtre, face au champ de force, une bouteille isotherme à la main. Il ne parla pas. Il ne regarda pas les caméras. Il attendit simplement pendant 10 heures, puis 20. Aucune communication, aucun mouvement, juste le silence. Les séparatistes s'inquiétèrent. Sir Hindal envoya des messages provocateurs. « Nous ne céderons pas à vos tactiques. Nous sommes prêts à mourir. » Aucune réponse. Un des jeunes rebelles, les mains tremblantes sur son blaster, murmura « Il ne fait rien. Quel est son plan ?»« Il fait quelque chose, » rétorqua Cyrine. « Il attend. C'est sa tactique. » Ce qui caractérise les humains, et surtout Mason, c'est leur connaissance de la valeur du temps. Il a un jour attendu 3 jours entiers dans une tranchée, transi de froid glacial, qu'un assassin politique se dévoile. Il n'a pas bronché, ne s'est pas plaint, il a simplement attendu. Et maintenant, cette même présence s'installait dans la station, telle une mèche qui se consume lentement. Les agents de sécurité, qui observaient depuis l'extérieur, ont commencé à signaler des anomalies. Le rythme cardiaque s'accélérait dans la salle des otages. Le taux de cortisol grimpait en flèche. La consommation d'oxygène augmentait, non pas celle des rebelles, mais celle des otages, car ils reconnaissaient le nom. Et ils se mirent à le murmurer, comme un mythe qui prenait vie. C'est lui, l'homme de la prise d'otage de la cavalerie. Non, celui de Meraxès. Je croyais que ce n'était qu'une légende. La peur ne se propagea pas seulement parmi les preneurs d'otages. Elle commença à bouillonner au sein de la foule. Au début du 3e jour, la panique s'installait. Les otages, autrefois terrifiés par leurs ravisseurs, étaient devenus silencieux, les yeux rivés sur l'homme derrière la vitre, celui qui n'avait toujours pas bougé, toujours pas parlé. Sir Hindal, à bout de nerfs, activa l'interphone. « Tu crois pouvoir nous faire capituler par la peur ?» hurla-t-elle. « Tu crois que rester là sans rien faire va nous briser ?» Mason ne répondit pas, ne cligna même pas des yeux. Mais 30 secondes plus tard, il se leva. Tous les écrans de la station zoomèrent sur ce simple mouvement. Les rebelles se figèrent, Cyrine serra les dents. Ne réagissait pas. Il essaie juste de... Puis Mason s'avança et tapota la vitre. 1 fois, 2 fois. Puis il se pencha et prononça 5 mots seulement. Ça commence vraiment à m'énerver. On sentit la température chuter. Pas littéralement. Le système de climatisation fonctionnait encore, mais émotionnellement, l'atmosphère était glaciale. Un ambassadeur Dryleth s'évanouit sur place. 2 des rebelles se disputèrent pour savoir s'ils devaient en faire, exploser la chambre plus tôt que prévu, avant même que Mason n'y pénètre. Cyrine paniqua. « Mettez-moi en contact avec le commandement de la coalition. Immédiatement. Mettez-moi en contact avec le commandement de la coalition. Immédiatement. » Les rebelles la regardèrent incrédules, rejeter son idéologie comme un fardeau. « Nous sommes prêts à négocier, » dit-elle d'une voix tremblante. « Libération totale des otages, retrait partiel, nous allons désarmer. On va juste leur dire d'arrêter de nous regarder, » répondit le commandement de la coalition, perplexe. « Vous voulez dire Mason ?»« Oui !» hurla-t-elle. « Dites-lui que c'est fini. » Sur le pont, Mason observa le champ de force se désactiver. Il ne sourit pas, ne se réjouit pas. Il entra comme un homme rentrant du travail. Un otage, un jeune garçon martien, confia plus tard aux journalistes. « Je n'avais plus peur des terroristes.
J'avais peur qu'ils aient fait quelque chose pour le mettre en colère. Mason maîtrisa les rebelles. Aucun coup de feu, aucune résistance. Ils déposèrent convainc leurs armes dès qu'il franchit la porte. Et voici le plus étrange. Alors qu'il sortait, à la tête de plus de 300 otages libérés, il s'arrêta près de Sirundal, menottée et silencieuse, la tête baissée. Il la regarda, non pas avec colère, mais avec pitié. « Vous n'avez jamais voulu mourir, dit-il. Vous vouliez juste qu'on vous écoute. » Elle ne répondit pas. « Je vous donnais une chance de changer d'avis, » ajouta Mason. « Mais la prochaine fois que quelqu'un comme moi se présente, » il se pencha plus près. « N'attendez pas qu'il dise qu'il est agacé. » Puis il s'éloigna. L'événement a été présenté comme une résolution pacifique. La coalition l'a salué comme un modèle d'intervention non violente, mais toutes les espèces du secteur ont mis à jour leur protocole de crise cette semaine-là. Attention, phrase potentiellement explosive. Ça commence vraiment à m'énerver. Menace de niveau rouge si elle est prononcée par un humain qui maîtrise la situation. Obéissance immédiate exigée. La galaxie ne craignait pas Mason pour ce qu'il aurait pu faire. Elle le craignait car elle avait enfin compris quelque chose de bien plus terrifiant. Il ne voulait pas le faire, mais s'il y était contraint, il le ferait sans hésiter, et personne ne s'y attendait. L'histoire du commandant Dane Mason s'était répandue à travers la galaxie comme une légende, comme une traînée de poudre. Chaque espèce avait sa propre version. Certains l'appelaient la tempête silencieuse, d'autres la patience ultime. Les Drélis ne l'évoquaient qu'à voix basse, sous le nom d'humain froid. Mais même les mythes s'effritent, même les légendes se brisent. Il y avait une mission que personne n'aimait évoquer. Une mission qui ne figurait pas dans ses archives Jane officielles, mais qui circulait secrètement comme un avertissement. L'opération Halbard. Personne ne connaissait toute la vérité. Les dossiers furent classifiés, les images effacées, et la plupart des membres de l'équipe mutés ou partis. Mais j'étais là, je l'ai vu. Et ce que j'ai vu, ce n'était pas l'homme qui faisait trembler les généraux. C'était l'homme qui avait perdu patience et qui ne se l'était jamais pardonné. La cible était un complexe biogénétique sur Erix Prime, dirigé par une faction dissidente des Hurun, une espèce froide et amphibie connue pour son obsession de la pureté par l'évolution. Pendant des années, le collectif Uran a nié tout lien avec ce centre, affirmant qu'il s'agissait de recherches scientifiques radicalisées et clandestines, du genre de celles qu'ils condamnaient publiquement et finançaient en secret. Nous avons reçu des informations selon lesquelles ils avaient commencé des expériences sur des hybrides, des enfants issus d'unions interplanétaires, principalement pauvres ou sans papier. Leur ADN était prélevé, modifié, testé. La plupart n'ont pas survécu. Lorsque le commandement de la coalition a intercepté le dernier signal de détresse, un cri d'enfant de 10 secondes suivi de parasites, ils n'ont pas envoyé de flotte. Ils ont envoyé Mason. Il n'a posé aucune question, n'a pas demandé d'équipe, il a juste demandé « Où sont-ils » J'étais le technicien en communication chargé de relayer les images du drone et de surveiller les balises de détection de signes vitaux. Je n'étais pas censé être au cœur de l'action, juste derrière l'écran. Mais ce jour-là, rien n'est resté derrière l'écran. Mason a atterri à 12 km de la base, seul, et a marché pendant 6 heures à travers un brouillard acide et un terrain accidenté. Lorsqu'il atteignit le mur d'enceinte, 2 drones de reconnaissance s'éteignent déjà tus. La plupart des soldats se seraient arrêtés, auraient appelé des renforts. Mason, lui, ne le fit pas. Il traversa l'entrée principale comme s'il s'agissait d'un couloir d'école. Les images que nous avons pu conserver le montrent se déplaçant silencieusement dans les couloirs, désactivant les caméras du bout de son couteau, marquant les pièces en à la craie avec des symboles que lui seul comprenait. Puis, il trouva les laboratoires. Je ne crois pas qu'il s'attendait à voir ça. Moi non plus. Des cages empilées du sol au plafond. Des enfants, humains, mi-humains, draélites, télérans, enfermés à l'intérieur. Certains respiraient à peine, d'autres restaient immobiles. Aucune alarme ne se déclenchait, aucun garde ne se précipitait.
Les Hurons n'avaient pas besoin de protéger le centre, car ils ne croyaient pas que quiconque soit assez fou pour s'en prendre à eux. Mason ouvrit les cages une à une. Il parla doucement, aida les enfants survivants à sortir, leur chuchotant des instructions et leur donnant des sachets d'énergie qu'il avait dans son propre sac. Puis il trouva la chambre 47B. Aucune image n'existe de l'intérieur de cette pièce. Nous n'avons que l'audio. 12 secondes. Une inspiration brusque. Un bruit sec, comme un coup de poing dans de la viande. Et puis la voix de Mason. « Oh non, vous n'auriez pas dû faire ça. » La communication fut coupée. Lorsque le signal fut rétabli, le complexe avait changé. Il y avait du feu, sur une planète où le feu n'existe pas à l'état naturel, où tout est humide, bioréactif et hermétique. Pourtant, le couloir était en flammes. Des gardes gisaient inconscients ou se tordaient de douleur sous le choc. Une console de contrôle était encastrée à moitié dans un mur. L'armure de Mason était complètement endommagée, mais il marchait encore. Il resta silencieux pendant près d'une heure. Ce n'est qu'une fois arrivé au centre de commandement, où le scientifique en chef, un Huron de grande taille nommé Salet Vorn, se tenait derrière un bouclier renforcé. « Qui êtes-vous » cracha l'Huron. « Avez-vous la moindre idée de ce que nous faisons ici ? C'est la science, c'est le progrès. Ces choses sont... » Mason l'interrompit. « J'ai été patient, » dit-il. Von ricana. « Vous croyez qu'un humain en colère peut changer le cours de l'évolution ? » « Non, » répondit Mason en s'approchant du bouclier et en posant délicatement la main sur la vitre renforcée. « Mais je ne suis pas en colère. » Son regard croisa celui d'Hurun. « J'ai dépassé ça. » Puis il prononça les mots que nous redoutions tous. Là, je commence vraiment à m'énerver. Sur ces mots, il sortit un appareil de sa veste, un appareil que nous ne lui avions jamais donné, un appareil non enregistré. Il émit une pulsation, les lumières du bâtiment vacillèrent, et le bouclier se fissura. Il se fissura. Nous ne savions pas comment. Aucune technologie humaine n'aurait dû pouvoir percer ce bouclier. Mais Mason avait trouvé le moyen. La dernière chose que nous avons vue sur l'écran avant qu'il ne devienne noir, c'était le hurlement de Vorn, tandis que le verre explosait vers l'intérieur. Lorsque le groupe d'intervention de la coalition est arrivé 20 minutes plus tard, l'installation était en proie à la fumée. À moitié effondrée et vide, Mason était assis dehors sous la pluie, son armure brûlée, tenant dans ses bras 3 enfants inconscients enveloppés dans des couvertures thermiques. Il ne dit rien. Il ne se leva pas à l'atterrissage. Il fixait le vide, murmurant quelque chose d'inaudible. Il fut relevé de ses fonctions sur le terrain. Pas de cour martiale, pas de médaille, juste le silence. La coalition tenta de minimiser l'incident. Mission de sauvetage héroïque. Laboratoire clandestin détruit. Réseau de trafic démantelé. Mais ceux qui ont vu les données brutes savaient la vérité. Nous savions que Mason n'était pas intervenu uniquement pour les arrêter. Il était là pour faire passer un message. Et quand il a dit être agacé, il voulait dire que vous aviez franchi une limite irréversible. Il a disparu pendant un certain temps après cela. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait été réaffecté à la guerre psychologique des opérations secrètes. D'autres affirmaient qu'il avait quitté la coalition. Certains disaient qu'il avait été placé en stase, comme une arme qui ne s'active qu'en cas de défaillance des verrous. Quant à moi, je pense que quelque chose est mort dans ce laboratoire, à l'apogée d'Eric. Pas l'homme, pas même sa patience, mais le dernier vestige de sa conviction que les choses pouvaient être réparées sans être cassées. Et c'est pourquoi, quand on évoque l'opération Halbor, on ne parle pas de stratégie, on ne parle pas de victoire. On parle de ce qui arrive quand on ne laisse aucun choix à un homme qui vous a donné toutes les chances. Car la colère est facile, mais la froide fureur. C'est ce qui fait trembler même les dieux. On pourrait penser qu'après toutes les guerres qu'il a s'arrêtées, toutes les crises qu'il a résolues, toutes les vies qu'il a sauvées, on érigerait un monument à Mason.
Mais les héros n'ont pas droit à des statues. Ils ont droit à des procès. Le tribunal galactique de la guerre éthique s'est réuni en orbite au-dessus d'une zone neutre. Une station construite sur mesure dans l'amas d'Orniz, entourée de 10 000 kilomètres de désert. Aucun civil, aucun diplomate. Il n'y avait que le tribunal arbitral, les observateurs militaires et les caméras qui retransmettaient les images à toutes les espèces grâce à un signal satellite. Son accusation, usage illégal de la guerre psychologique, violation des protocoles de respect de la dignité humaine, recours non autorisé à la force létale. Ils ont usé de beaucoup de mots pour exprimer leurs véritables pensées. Mason les a terrorisés, et la peur ne reste jamais longtemps silencieuse. La salle d'audience était une chambre hexagonale construite sur plusieurs niveaux concentriques. Les juges en haut, les témoins au milieu, l'accusé seul au centre, sous le regard impitoyable de projecteurs qui ne faiblissaient jamais. Mason ne portait ni uniforme, ni médaille, ni drapeau. Juste une chemise gris foncé, les manches retroussées jusqu'au coude et une expression inchangée depuis 20 ans. Calme, impénétrable, patiente. Le juge principal, un Téléran à la peau argentée nommé Yelzor, ouvrit l'audience. Commandant Dane Mason, vous comparaissez devant ce tribunal pour répondre de vos violations répétées du Code de conduite interespèces. Comprenez-vous les accusations portées contre vous? Mason acquiesça d'un signe de tête. Le représentant Dryleaf, Vrel Zouk, le même délégué que lors de l'incident Kelvaris, se pencha en avant avec une pointe d'amertume. Il devrait être détenu à vie. Sa présence déstabilise la diplomatie. L'ambassadeur Cortari grogna. Il agit en dehors du protocole. C'est un instrument brutal dans une galaxie fragile. L'observateur Hurun, impassible et silencieux, se contenta de remettre une puce de données marquée Erix Prime. Personne ne le disait ouvertement, mais tous partageaient le même espoir. Briser le mythe, brider l'humanité, prouver que même l'homme le plus terrifiant de la galaxie pouvait être dompté. Mason écoutait en silence tandis qu'ils étayaient leurs arguments. Ils énuméraient tout. Meraxis II, la manipulation psychologique des forces ennemies par l'intimidation et l'infiltration. Kelvarister, rupture du protocole établi, instrumentalisation de la peur pour obtenir des concessions politiques. Eros Pearl, pression silencieuse et délibérée, visant à semer la panique parmi les hostiles et les civils. Opération Halberd, violation tacite, ombreux que personne n'osait prononcer à voix haute, mais dont chacun se souvenait. Ils ont fait appel à des témoins, des experts, même d'anciens alliés. Un diplomate a déclaré « Il ne résout pas les problèmes, il accule les gens jusqu'à ce qu'ils craquent ». Un autre analyste a renchéri « Nous l'avons étudié. Ces méthodes sont trop contrôlées, trop calmes. C'est ce qui le rend dangereux. » Mais aucun d'eux n'a pu affirmer qu'il ait jamais violé un traité. Pas un seul, pas une seule fois. Finalement, après 4 jours d'accusations, de statistiques et de manœuvres politiques, ils lui ont donné la parole. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Mason s'avança, lentement et silencieusement. Pas d'éclat, pas de colère justifiée, juste des mots, doux, posés, précis. Vous parlez de contrôle, dit-il en balayant la pièce du regard. De peur, de ce que je suis devenu. Il marqua une pause. Je ne suis pas devenu comme ça, c'est vous qui m'avez transformé. L'atmosphère changea. Pas physiquement, émotionnellement. On m'a envoyé au cœur d'émeutes sans interprète. J'ai été parachuté en zone de guerre sans aucun renfort. On m'a donné l'ordre de me débrouiller quand vous autres avez refusé de vous présenter. Vous voulez me juger pour avoir effrayé des tyrans ? Demanda-t-il. Pour avoir fait trembler les esclavagistes ? Pour avoir forcé des régimes corrompus à reconsidérer leurs actions ? Quelques délégués détournèrent le regard. Savez-vous ce que j'ai répondu chaque fois que j'ai laissé quelqu'un s'en aller ? Silence. Mason s'approcha de la console centrale. Je leur ai dit que j'essayais de rester calme, que j'étais patient, que je voulais la paix. Il s'est penché vers le micro,
baissant la voix, et je leur ai dit quand ils ont insisté. Il a laissé planer ces mots comme un orage, que je commençais à m'agacer. Le délégué de Dryleaf s'est agité sur son siège. Mason s'est redressé. Vous pensez que cette phrase est une menace? Ce n'en est pas une. C'est l'ultime recours. Le moment où je vous supplie encore de reculer, de réfléchir, de m'empêcher de faire ce qui va suivre. Il leva les yeux vers les juges. Je n'ai jamais voulu la guerre. Je voulais l'arrêter. Je voulais protéger ceux qui n'avaient personne comme moi à leur côté. Il se tapota la tempe. Mais j'ai appris que la galaxie ne craint pas les explosions. Elle ne craint pas les armes à feu. Elle craint les décisions. Et quand un humain décide de cesser d'être poli, de cesser de demander gentiment, c'est alors que les gens commencent à écouter. Un silence de mort régnait dans la pièce. Au fond, les mains d'un couvreur et d'un scribe tremblaient. Mason reprit la parole, d'une voix plus douce cette fois. Il y a une chose que vous ne comprenez toujours pas chez les humains. Une chose que vous ne comprendrez jamais. Il retourna au centre, le regard lourd comme la gravité. Vous pensez que nous sommes dangereux quand nous sommes en colère? Un long silence. Nous ne le sommes pas. Il les fixa tous droit dans les yeux. Nous sommes dangereux quand nous avons été en colère et que nous avons enfin cessé de le cacher. Les juges se retirèrent pour délibérer. La retransmission s'interrompit. Les présentateurs de journaux télévisés ont tenté de minimiser l'affaire, les experts ont spéculé, mais aucun ne pouvait se défaire du sentiment que Mason ne s'était pas défendu. Il les avait pourtant prévenus. 3 heures plus tard, le tribunal s'est réuni à nouveau. La juge Yelsor s'est raclé la gorge. Commandant Dane Mason, ce conseil vous déclare coupable de violation des règles de conduite tactique, mais vous exonère de toute intention criminelle. L'atmosphère dans la pièce se fit plus tendue, certains soulagés, d'autres abasourdis. Vous êtes par la présente relevé de vos fonctions au sein de la coalition, pour une durée indéterminée. Il s'attendait à ce qu'il proteste. Il ne protesta pas, il se contenta d'acquiescer. Pas un sourire, pas un mot, juste le bruit d'une chaise qu'on pousse doucement sur le sol. Tandis que Mason sortait, un jeune agent de sécurité le suivait, peinant à le rattraper. « Monsieur commandant, pardon, monsieur Mason, maintenant, si vous me permettez, que se passe-t-il maintenant ?» Mason continua de marcher. « Je me repose. » L'officier cligna des yeux. « Me reposer? Après tout ça ?» Mason jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, l'expression indéchiffrable. « J'ai passé 20 ans à être patient pour les autres. » Il entra dans la capsule de transport. « Il est temps maintenant d'être patient pour moi-même. » L'affaire aurait dû s'arrêter là. Mais on ne peut pas étouffer une tempête avec du papier. On ne peut pas emprisonner une légende avec des lois. Et quelque part là-bas, dans l'immensité noire de l'espace, des systèmes s'embrasent à nouveau. La cupidité s'accroît, l'oppression se répand, et sur tous les canaux de communication, dans tous les postes de commandement souterrains, résonne une phrase que personne ne veut entendre à travers les parasites. Là, ça commence vraiment à m'énerver, parce que quand un type comme Mason parle, même une seule fois, des planètes entières changent de cap. Après le tribunal, Dane Mason a disparu. Personne ne savait où il était allé. Certains disaient qu'il s'était retiré sur une colonie lunaire. D'autres disaient qu'il avait embarqué sur un cargo spatial et qu'il n'était jamais revenu. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles il serait entré en cryostase sous une fausse identité, enfermé comme une arme chargée attendant le bon moment. Mais la vérité était plus simple, il était juste fatigué. 20 ans de retenue, à porter le poids de la contrainte comme une armure, l'avaient épuisé. Il n'avait pas peur de mourir, il avait peur de ce qu'il deviendrait s'il cessait de s'en soucier. Alors Mason disparut, et la galaxie tenta de reprendre son cours. Elle n'aurait pas dû. 2 ans plus tard, ce qui arriva fut le fléau. Une extinction silencieuse et rampante. Ni flotte, ni armée, mais une intelligence biomécanique qui consumait les systèmes stellaires comme un virus. Nul ne savait d'où elle venait. Elle n'était motivée ni par la guerre, ni par la politique. Elle ne diffusait ni revendication, ni avertissement. Elle dévorait, tout simplement.
D'abord l'amas T20, puis Xerox Delta, puis la moitié de l'espace Xanari en 6 semaines. 50 milliards d'heures de vie anéantis. Des espèces qui s'étaient haïes pendant des siècles implorèrent soudain une alliance. Des coalitions se formèrent du jour au lendemain. Des drapeaux furent brûlés, les égaux mis de côté. Mais rien ne l'arrêta. Ni les armes cinétiques, ni les ogives à plasma, ni les perturbations quantiques. Le fléau s'adapta, apprit, se déploya. Et bientôt, une vérité terrifiante émergea. Cet ennemi n'avait peur de personne, du moins pas avant que quelqu'un ne murmure un nom. Tout commença dans les conversations de fond, communications de bas niveau, canaux pirates, forums clandestins. Un capitaine Cortari déclara « Vous savez de qui nous avons besoin ». Un réfugié Viari murmura « Je préfère l'entendre le dire plutôt que de mourir ainsi ». Une reine de guerre Dryleth diffusa un message sur toutes les fréquences. « Amenez-nous l'humain qui effraie les ténèbres ». La coalition débattit. Il l'avait exilé, déchu de son rang, dénoncé ses méthodes. Mais lorsque le fléau atteignit les monts de Berceau et que ses tentacules effleurèrent le soleil de la terre, ils comprirent tous. Il ne s'agissait plus de confort, mais de survie. Après de longs moments de silence et de honte, ils activèrent le protocole obsidien, la balise de dernier recours liée à un seul homme. Ils l'envoyèrent et attendirent. 3 jours passèrent, puis 4. Aucune réponse. Jusqu'à ce qu'un signal apparaisse soudainement depuis l'étendue de Kuiper, une région si désertée que plus personne ne la cartographiait. La voix était sans équivoque. « Ici Mason, j'ai reçu votre message. » Un silence. « J'imagine que la situation est devenue agaçante. » Le message s'arrêta là. Ni exigence, ni question, juste ces mots. Et pour la première fois depuis des mois, la galaxie osa espérer. Ils le rencontrèrent à l'horizon vigilant, un vaisseau en orbite autour du dernier système défendable, avant que le fléau n'atteigne le cœur galactique. Dès qu'il posa le pied sur le pont, tout s'arrêta. Les Drylith s'inclinèrent, les Cortari saluèrent. Même les émissaires tailleurs, impassibles, reculèrent d'un pas. Mason n'avait guère changé, si ce n'est quelques rides de plus sur son visage. Mais ses yeux, ils étaient un peu plus froids à présent. Non pas éteints, simplement apaisés. Comme si la tempête avait enfin accepté son destin. L'amiral Lennox de la coalition s'approcha de lui, ne sachant pas où commencer. « Mason, je te connais. » Mason leva la main. « Laisse tomber. Où sont les données ?» Ils les lui ont remises, il lut tout. Origine du fléau, schéma d'attaque, tentative de contre-mesure, puis il ferma le dossier. « Ce n'est pas une guerre, dit-il. C'est une infection. »« Tu crois qu'on peut l'arrêter » demanda Lennox. Mason regarda par le hublot. Des étoiles lointaines clignotaient comme des bougies. Pas avec des armes. Alors comment? Mason se tourna vers lui imperturbable. Je vais l'agacer. Le fléau fonctionnait comme une ruche, interconnecté, réactif, rapide. Mais une chose était frappante. Il ignorait tout ce qu'il ne percevait pas comme une menace. Il dévorait, il grandissait, mais il n'avait pas peur. Mason comptait bien changer cela. Il commandait un équipage de 6 personnes, des volontaires, des marginaux, des exclus, à bord d'un vaisseau furtif expérimental sans armes, sans pavillon et sans billet de retour. Leur mission, percer le cœur du fléau. Non pas pour attaquer, mais pour y introduire quelque chose d'inédit, le refus humain. Dès qu'ils franchirent la zone d'anomalie, le fléau les repéra. Des vaisseaux, si l'on peut les appeler ainsi, surgirent du néant. Des filaments de métal noir et des données stridentes s'étendirent vers eux ou vers eux, comme des mains plongées dans les cauchemars. Mason se tenait devant la console principale, les bras croisés. « Ne tirez pas, dit-il. Ils vont nous anéantir !» cria le pilote. « Pas s'ils sont désorientés !» Perplexe, le fléau ignorait tout de la patience, de l'hésitation,
Alors Mason lui en a donné. Il a activé une boucle de rétroaction, des données émotionnelles humaines injectées dans ses capteurs. Chagrin, amour, perte, pardon, non pas comme des armes, mais comme des questions. Il l'a fait réfléchir, puis il a parlé. Là, je commence vraiment à m'énerver. Il le murmura dans les haut-parleurs du vaisseau, qui le relayèrent par le biais du relais quantique jusqu'au réseau neuronal du fléau, où celui-ci perçut non pas une menace, non pas un ordre, mais une promesse. Le fléau recula. Pour la première fois, ses formations se brisèrent. Il hésita. Mason agit vite. L'équipe téléchargea le virus, un paradoxe linguistique bâti sur la contradiction émotionnelle humaine. La miséricorde née de la rage, la paix née de la résistance. Le fléau ne comprit pas. Il hurla. Les étoiles alentour s'illuminèrent d'une lueur blanche. Mais il était déjà trop tard. Le signal humain avait atteint le noyau, le fléau. Elle ressentit quelque chose. Et ce qu'elle ressentit, c'était une présence qui ne se déchaînait pas, ne suppliait pas, ne criait pas. Elle attendait. Elle attendait comme un être humain qui aurait passé sa vie entière à être patient et qui, enfin, avait décidé d'agir. Lorsque le fléau se retira, elle ne se brisa pas. Elle ne mourut pas. Elle repartit simplement, retournant au néant d'où elle venait. Personne ne savait pourquoi, sauf ceux qui avaient entendu le dernier message de Mason avant que la communication ne soit coupée. Vous avez affronté la fureur, vous avez affronté le feu, mais maintenant, vous avez rencontré quelqu'un qui a assez attendu. Ne revenez pas. Je ne vous le demanderai plus gentiment. Le Vigilant Horizon tenta de les contacter. Aucune réponse. Le vaisseau de Mason avait disparu. Certains disent qu'il a péri avec lui. D'autres pensent qu'il a rejoint le fléau pour le traquer, le contenir, ou devenir pire encore. Mais aucun système n'est tombé depuis. Les étoiles brillent toujours. Et à travers la galaxie, dans les salles de classe, les salles de guerre, les bars à l'atmosphère feutrée, le nom de Dane Mason est devenu plus qu'une légende. Il est devenu un rappel que les humains ne sont pas craints pour leur colère. On les craint parce qu'ils attendent. Et quand ils cessent d'attendre, mieux vaut ne pas en être la cause. Car quand quelqu'un dit « ça commence vraiment à m'énerver », il est déjà trop tard.